Le docteur Luc Boileau, donc, qui s'exprime, qui fait le point sur la pandémie au Québec. Le voici. Je vais ça commencer en vous disant d'emblée qu'on a une bonne nouvelle cette semaine à cet effet-là. Vous le savez, cette vague a été jusqu'à maintenant importante. Il y a eu une hausse de cas, bien sûr, et aussi une hausse des hospitalisations avec toutes sortes d'autres effets, une diminution de la disponibilité de nos personnels parce qu'ils avaient la COVID. Donc, ça a été assez lourd dans les dernières semaines. Mais les indicateurs que nous avons démontrent une amélioration de la situation à peu près surtout dans tous les paramètres. Alors, on se comprend bien, là. Ça ne veut pas dire que la vague est terminée. Ça ne veut pas dire aussi que le virus ne circule plus. Tous les indices nous montrent que le virus continue à circuler. On a toujours des cas, mais on en a moins que nous en avions. Alors, on a tout de même davantage de cas que ce qu'on avait l'année passée à pareille date. Là, ça, personne ne s'en surprendra. Alors, dans tous les groupes d'âge, on observe une diminution de la transmission, contrairement aux dernières semaines où il y avait toujours des groupes d'âge où ça continuait à augmenter. Alors, c'est la première diminution qui est observée depuis 7 semaines dans tous les groupes d'âge, depuis 7 semaines. Alors, il y a encore des indicateurs qui sont à la hausse dans certaines régions. C'est le cas pour la Côte-Nord, pour l'Estrie, la Mauricie, le centre du Québec. Mais tout de même, ce ne sont pas des chiffres alarmants. Il y a peu de cas, donc on n'est pas préoccupé. Et comme on l'a déjà mentionné, la majorité des hospitalisations actuelles, comme c'était le cas, sont pour des patients chez qui on découvre une COVID, mais qui ne sont pas venus pour une maladie liée à la COVID. Alors donc, le portrait de la situation actuelle est vraiment encourageant pour la suite. D'ailleurs, on le constate également un peu partout dans le monde. C'est la même situation. Il y a une baisse. On suit ça attentivement, ce qui se passe ailleurs. Et nous, on est dans ce même mouvement, un ralentissement de la transmission. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que la pandémie comme telle tire à sa fin. On le sait, le virus nous a surpris plusieurs fois. Et on sait qu'il est fort probable aussi qu'il y ait une nouvelle hausse de cas au cours des prochaines semaines et en particulier au cours de l'automne. C'est pour cette raison que la prochaine campagne de vaccination va être importante, et particulièrement pour les personnes qui sont les plus vulnérables. Alors, un avis du Comité d'immunisation du Québec est publié aujourd'hui et recommande que la nouvelle dose soit offerte graduellement en suivant l'ordre de priorisation qui avait été déterminé lors des vaccinations précédentes. Alors, dès la semaine du 15 août, c'est bientôt, c'est dans une dizaine de jours, il y a une nouvelle dose qui va pouvoir être administrée aux personnes qui résident en CHSLD, donc en centre d'hébergement de soins de longue durée, et ceux aussi qui, tout de suite après, qui résident en résidence privée pour aînés, ce qu'on appelle les RPA, et aussi des autres personnes qui vivent dans d'autres milieux collectifs qui comportent une proportion quand même élevée de personnes aînées ou vulnérables. Alors, c'est les RI, les RTF. Alors, comme ce fut le cas pour les dernières fois, il ne sera pas requis pour ces personnes-là de prendre un rendez-vous là, parce que les équipes vont se déplacer vers ces milieux de vie pour offrir la vaccination. Alors, dans certains milieux, les visites vont peut-être aller un peu plus tard parce qu'il y en a qui ont eu des éclosions, qui ont été vaccinés un peu plus tardivement au mois de mai, au mois de juin. Alors, ça va peut-être aller un peu plus tard en août ou en septembre, mais somme toute, on devrait tout avoir couvert entre le 15 août et la fin du mois de septembre, ce qui vient d'être dit là. Donc, je souligne à nouveau que l'intervalle recommandé entre chaque dose de rappel est de 5 mois ou plus. Pour les groupes prioritaires, la campagne de vaccination va être prête à démarrer au même moment, là, ceux qui sont dans la communauté. On sait déjà que la campagne va débuter par les groupes qui sont les plus à risque, donc les personnes âgées de plus que 60 ans. Là, on va commencer par les 80 ans et plus, et on va s'élargir progressivement à toute la population. Alors, tous les renseignements sur ces autres aspects vont être communiqués à la population d'ici la mi-août, et on va bien sûr tenir compte de l'arrivée d'un nouveau vaccin bivalent qui est toujours attendu, mais on n'a pas de signaux clairs là, sur à quel moment il arrivera. Alors, quelques mots sur la vaccination des enfants de 6 mois à 4 ans. Alors, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner la semaine dernière, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que le nombre d'enfants qui sont vaccinés ou qui sont en prise de rendez-vous là, par leurs parents est assez limité. Alors, par exemple, bien sûr, nous sommes en plein milieu de l'été, dans une période aussi où plusieurs sont en vacances. Il y a aussi une proportion importante d'enfants, on le sait, qui ont eu la COVID récemment.
et qui recommandait encore pour eux aussi d'avoir un délai de quelques semaines avant, entre l'infection et le vaccin, là, idéalement 3 mois. Alors, je rappelle aussi que dans son avis, le Comité d'immunisation du Québec de l'INSPQ conclut que dans le contexte, c'est la décision des parents de faire vacciner leurs jeunes enfants en sachant que les bénéfices d'une vaccination restent bien sûr importants. Alors, donc, ça demeure une décision qui est personnelle pour les parents. Puis des rendez-vous sont disponibles dans toutes les régions du Québec actuellement pour faire vacciner cette très jeune clientèle-là. Alors voilà, mais en terminant, on va ajouter quelques mots sur la situation de la variole simienne. Alors, le nombre de cas continue à monter, mais lentement au Québec. Mais on note quand même quelques cas dans plusieurs régions du Québec. Et ces cas demeurent peu nombreux, mais ça nous invite à agir. Et en conséquence, à compter de maintenant, on élargit l'accès au vaccin contre la variole simienne. Alors, tous les hommes du Québec peuvent maintenant avoir accès à ce vaccin s'ils ont ou s'ils prévoient avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors, rappelle que les hommes qui ont un seul partenaire sexuel stable n'ont pas à recevoir le vaccin contre la variole simienne. C'est pas une maladie qui est propre aux hommes, c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Mais actuellement, il circule plus dans cette communauté-là. Alors, c'est ce que nous voulons, c'est d'offrir une bonne protection aux personnes qui sont à risque de contracter cette maladie, qui peut être très douloureuse et dans certains cas assez grave. Alors, voilà. Merci pour votre écoute et je suis disponible pour répondre aux questions. On commence avec la période de questions dans la salle. Veuillez vous identifier. Véronique Dubé de TVA, bonjour. Bonjour. Il y a un sondage léger qui révèle aujourd'hui que 38 donc 4 Québécois sur 10, n'ont pas l'intention d'aller chercher une dose de rappel. Donc, vous disiez il y a 3 semaines que vous ne tordrez pas les bras de personne pour se faire vacciner. Pouvez-vous nous dire si jamais 40 des Québécois ne vont pas se faire vacciner, est-ce que ça correspond à vos projections? Et quelles sont finalement les personnes vulnérables? Dans quelle proportion devraient-elles aller se faire vacciner? Ouais, écoutez, d'abord, ces personnes-là, ils devraient m'écouter plus souvent. Puis l'autre chose, c'est que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, puis même j'en parlais avec plusieurs personnes autour de moi qui me disent je ne suis pas sûr de me faire vacciner parce que je l'ai eu il y a quand même un certain temps. J'ai eu ou j'ai pas eu la COVID, mais vu que j'ai eu mes vaccins, là, j'ai eu les 2 premières doses, je devrais être correct. Là, il faut quand même se le dire, là, avoir 2 doses de vaccin, c'est pas une mauvaise idée, mais l'immunité acquise par soit l'infection ou la vaccination, ça baisse avec le temps. Alors, c'est important que tout le monde puisse mettre à jour sa vaccination pour être bien protégé contre les maladies graves. Ça ne protège pas énormément contre l'infection, mais ça protège contre les maladies graves. Pour nos objectifs à nous, c'est surtout que les personnes les plus vulnérables soient vaccinées. Et on parle des personnes plus de 60 ans ou les personnes qui sont immunosupprimées ou qui ont d'autres maladies qui peuvent les rendre plus vulnérables à ces maladies-là, notamment, par exemple, les diabétiques ou ceux qui ont des troubles neuromoteurs ou autres, où il peut y avoir une fragilité plus grande. Donc, on invite tous les citoyens, qui ont ce profil-là, et particulièrement les personnes plus âgées, plus vulnérables avec des maladies chroniques, à profiter de cette vaccination-là. Si ça fait 5 mois ou plus que vous avez eu la dernière dose, ça sera le temps d'aller la chercher. Mais justement, je sais que les chiffres sont peut-être pas faciles pour vous à évaluer, mais est-ce que ça veut dire que les personnes vulnérables correspondent à 60 puis les 40 autres n'ont pas besoin d'y aller? Est-ce qu'on peut faire... Ces chiffres-là vous inquiètent-ils finalement, 40 Non, en fait, si ces chiffres-là m'inquiètent, non, en autant qu'ils soient plus collés à ceux qui sont moins à risque. C'est sûr que il y a des gens qui peuvent faire des choix comme dans tout, là, c'est évident, qui vont juger qu'ils sont moins à risque parce qu'ils se sentent plus jeunes, d'abord ils sont plus jeunes, ils se sentent moins vulnérables, et s'ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent vivre une expérience, comme plusieurs l'ont vécu, d'avoir une COVID, qui, somme toute, les aura pas amenés à l'hôpital. Ça, c'est leur expérience, leur choix. Mais pour ceux qui sont plus vulnérables, là, eux, nos objectifs, c'est vraiment d'aller les chercher. Et de fait, les personnes qui ont plus de 60 ans ont pour plusieurs bénéficié de 3 doses déjà, et la 4e dose leur était disponible. Là, elle sera encore plus disponible, et on est confiant qu'ils vont venir en profiter.
En seconde? En seconde, encore dans notre sondage, en fait, le sondage léger, les gens pensent quand même, dans une forte proportion, 46 que pendant la campagne électorale, les chefs devraient porter le masque. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, vous? Ben, c'est un réflexe qui est certainement bon de porter le masque si la transmission est encore très sévère. On va voir où on s'en va. Moi, j'ai pas encore compris qu'on annonçait la campagne électorale, mais si elle se trouve à être annoncée d'ici les prochaines semaines, on va savoir l'état des lieux puis les risques de transmission. Mais certainement que, surtout si on s'adresse à des personnes plus vulnérables dans des établissements ou des centres où il y a des personnes plus âgées, là, je pense que ça devrait être bien compris. Merci. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Jean-Louis Bordelot du Devoir. Vous dites qu'on pourrait revoir d'ici quelques semaines, donc dès cet automne, une nouvelle vague. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu une idée de l'amplitude de cette vague qu'on devrait voir, finalement? Nous estimons actuellement qu'il est vraisemblable qu'il y ait une augmentation des contacts entre les gens dès que la rentrée, quand on dit la rentrée scolaire, mais la rentrée de toutes les activités, d'autant plus que ça correspond à des périodes qui sont plus fraîches ou en tout cas plus automnales, alors les gens sont plus en contact et qu'il pourrait y avoir en conséquence une augmentation des cas. Toutefois, la vague que nous venons d'avoir et dans laquelle nous sommes toujours, là, la 7e vague, n'a pas épuré toutes ses capacités de donner encore plus de transmission. Et on le voit, on a encore beaucoup de cas là, à tous les jours. Alors, c'est sûr que plus cette vague-là aura été importante, plus il est probable que la prochaine le soit moins. Mais attendons de voir toutes les données que nous cumulons et nous estimons que d'ici une semaine ou deux, on serait capable de modéliser ce qui devrait se passer au cours de l'automne. Mais nous estimons qu'il y aura certainement une hausse de cas à nouveau quand la rentrée sera complétée. Ce ne sera pas le 1er septembre peut-être, ce sera quelques jours, semaines après, mais nous croyons que c'est vraisemblable. D'où l'importance d'aller chercher cette protection offerte par le vaccin qui est disponible, accessible, de très haute qualité et qui nous réduit considérablement nos risques d'être très malades ou même d'en mourir. Justement, parlons de la vaccination, surtout chez les plus vulnérables. On est rendu encore à la 4e dose, si je ne me trompe pas. On ne parle pas de 5e dose. En fait, monsieur, on va arrêter de parler des doses parce que finalement, vous savez, il y a des gens qui ont eu 2 doses d'AstraZeneca, une autre, etc. Fait souvent, les gens disent, je suis rendu à quelle dose? Là, l'idée, c'est de dire, allons-y pour une dose de rappel. Ça fait combien de temps qu'on a eu notre dernière dose? Ça fait-tu 5 mois? Ça fait-tu 6 mois? Si c'est le cas, c'est le temps de venir la chercher. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Bon, c'est sûr que s'il y en a qui ont une infection récente, ils peuvent attendre 3 mois ou ils peuvent venir avant. Hein? C'est pas grave. Là. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Le système là, qu'on doit se mettre à l'esprit, c'est de dire, c'est un vaccin qui a des bénéfices pendant un certain temps, qui a pratiquement aucun effet secondaire, puis qui n'a pas d'effet délétère. Alors, profitons-en. Il y a un vaccin qui est là. Je l'ai reçu il y a 5-6 mois. C'est le temps pour moi d'en recevoir un nouveau. Et là, il y a une campagne qui va rendre ça encore plus accessible. Alors, profitons-en. Merci beaucoup. Si je peux me permettre juste aussi une question. Est-ce qu'il va y avoir des vaccins contre l'influenza qui vont être distribués en même temps que ces vaccins contre la COVID? Oui. Le vaccin contre l'influenza, c'est une autre maladie, l'influenza, et qui a son propre vaccin qui est le plus souvent, là, dans l'expérience plus récente des dernières années, beaucoup moins efficace que celui qu'on a contre la COVID. Parce que pour l'influenza, il faut vraiment cibler là, les transformations qu'il y a eu dessus. Tandis que pour la COVID, on a ce gros avantage actuellement. Mais oui, il y aura une vaccination ou une campagne de vaccination contre l'influenza. Elle est planifiée pour débuter au cours du mois d'octobre et novembre et elle sera importante. Peut-être sera-t-elle un peu devancée. On est à vérifier tout cela sur le plan de l'épidémiologie envisagée de l'influenza. Mais c'est une autre maladie, c'est une autre vaccination. Il y a peut-être des gens qui vont recevoir les deux à un moment donné proche de l'autre, mais ça ne change absolument rien et ça reste une maladie qui peut être grave aussi, mais moins grave en général que la COVID comme effet. Toujours en français, on poursuit dans la salle. Question? Oui, Normand Grondin, Radio-Canada. Bonjour. Je regardais les statistiques de l'INSPQ ce matin. 1% des parents sont présentés pour la vaccination des enfants de 0-4 ans. On savait que ça serait difficile, là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment difficile. Là. On parle d'une douzaine de jours, je pense, qu'on a maintenant la vaccination des jeunes. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux ou
dans votre livre à vous, vous avez fixé une barre peut-être plus basse pour ce groupe d'âge-là? Parce que 1%, c'est très bas. C'est très bas et on ne s'est pas donné d'objectif là, pour la vaccination des jeunes enfants. La plupart des jeunes enfants au Québec et en particulier dans la grande région de Montréal, mais ça va être le cas partout au Québec, auront eu l'infection récemment. Alors les parents, quand on leur dit que c'est préférable d'attendre à peu près 3 mois, il y en a beaucoup qui sont là-dessus et nous avons l'impression que ça pourrait monter là, au cours des prochaines semaines, d'une part. D'autre part, il y en a beaucoup qui sont en vacances aussi. Et ce qui importe pour nous, c'est les enfants les plus vulnérables, ceux qui sont... les parents le connaissent, le savent, là, s'ils ont été un grand prématuré ou s'ils ont des maladies qui les amènent à cause de la maladie ou des médicaments qu'on donne à être immunosupprimés, ils sont en route pour être vaccinés parce que pour eux autres, ça peut être plus difficile. Mais... nous sommes très confiants que la situation va évoluer positivement, d'abord pour la vaccination, mais aussi pour l'ensemble des enfants d'une façon générale aussi. Maintenant, sur le cas de la variole simienne, l'OMS a déclaré un état d'urgence international pour cette maladie-là en santé publique. Ouais. Les Américains l'ont fait aujourd'hui également, ce qui leur donne plus de moyens, plus d'argent. Vous parlez d'étendre la vaccination. Si mon souvenir est bon, il n'y a pas plus de vaccins au Canada, à moins qu'on en attende. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce côté-là? Parce que le nombre est quand même assez réduit. Là. Le nombre est réduit parce qu'il s'agit d'un vaccin plutôt rare qui est un vaccin qui est gardé par les autorités canadiennes pour prévenir des risques de d'autres natures. Mais ils nous en ont offert et donné toutes les capacités que nous demandions. J'étais avec les autorités canadiennes il y a quelques jours à peine, Dr. Theresa Tam, Dr. Howard New, et puis on a convenu que si on avait besoin d'autres vaccins, on pouvait leur en parler certainement. Et ils sont conscients, ils sont d'accord avec nous de cet élargissement-là. On souhaitait les aviser de cela, puisqu'il pourrait y avoir des réflexes parallèles dans les autres provinces éventuellement. Mais nous, on est rendu là. Nous constatons que c'est un sujet important au niveau international. Le Québec a été une zone importante de COVID. Montréal recrutait à peu près, ou comptait 10% de tous les cas il y a à peine quelques semaines au niveau planétaire. Ce n'est plus le cas. Il y a une situation qui a été vraiment prise au sérieux et toutes les mesures ont été prises et vous le voyez, ça fonctionne relativement bien. Là, on a quelques cas, bien sûr, qui s'ajoutent, mais c'est très correct. Notre inquiétude, c'est de voir une expansion au niveau des autres régions et c'est pour ça que l'ouverture à la vaccination a lieu. Merci beaucoup. On va passer aux périodes de questions en français, en virtuel. J'ai Léa Carrier de La Presse. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, Dr. Boileau. Est-ce que vous songez déjà à la possibilité de réinstaurer des mesures comme le port du masque obligatoire, par exemple, dans les transports en commun, dans l'optique qu'il pourrait avoir une nouvelle vague à la rentrée, ou si vous misez seulement sur la vaccination de la nouvelle dose là, pour l'affronter? Bon, écoutez, c'est une question importante. Elle nous est régulièrement demandée. Jusqu'à maintenant, nous ne prévoyons pas réinstaurer des mesures obligatoires. Nous restons dans une perspective de recommandation. Plusieurs auront observé que ça n'a pas été complètement suivi par tout le monde dans des grands spectacles à l'extérieur, etc. Mais ce n'est pas nécessairement là où ça compte le plus pour nous. C'est vraiment les gens les plus vulnérables. Et dans les faits, plusieurs d'entre eux, les plus vulnérables, ont bénéficié de ces recommandations-là et les ont adoptées. Alors, on verra comment ça évolue durant les prochaines semaines. Si on a affaire à un nouveau variant, si c'est la situation actuelle qui se reproduit, on sera attentif à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos visées que de ramener des obligations. Il faudra que nous ayons des motifs épidémiologiques et ils ne sont pas présents ni à vue d'œil. En seconde? Ça va, merci. Parfait. On va donc passer maintenant au... Ah, j'ai une autre question en virtuel. Frédéric Lacroix-Couture, s'il vous plaît, posez votre question. Oui, bonjour. Concernant la variole simienne, donc c'est ça que vous avez fait référence plus tôt, là, comme quoi il y avait quelques cas à l'extérieur de Montréal. Est-ce que vous avez des indications qui montrent que le virus là, pourrait connaître une progression importante dans les prochaines semaines à travers le Québec? Bien, en fait, on a des indications que si on n'agit pas, nous pourrions être confrontés à cela. Parce qu'en effet, jusqu'à récemment, nos invitations de la vaccination étaient pour surtout les hommes qui avaient des relations sexuelles ou qui envisageaient d'en avoir avec d'autres hommes en côtoyant des gens qui soit viennent de Montréal ou en se déplaçant vers Montréal
Alors, on était surtout circonscrit autour de ces zones d'éclosion montréalaises. Mais nous avons des cas qui se révèlent en région qui ne sont pas issus d'une relation qu'il y a eu avec un homme montréalais ou d'un contact montréalais bien précis là, dans l'histoire de cas. Alors, nous voyons donc qu'il y a possibilité de rendre cette infection-là de s'étendre plus large au Québec. Et c'est pour ça que nous invitons en particulier les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes en dehors de la région de Montréal à tirer avantage de cette vaccination-là s'ils envisagent avoir plusieurs partenaires ou des relations qui ne sont pas stables. Nous les encourageons à tirer tous les avantages de cette vaccination-là qui est très efficace. Elle n'est pas efficace à 100% comme aucun vaccin, mais qui est très efficace et qui réduit les risques d'avoir cette maladie qui est très désagréable et qui peut être très douloureuse aussi. En seconde question, M. Couture. Oui, et c'est ça, vous prévoyez intensifier, d'élargir la vaccination pour la variole simienne. Est-ce que vous prévoyez aussi intensifier vos efforts en termes de prévention et de dépistage? Oui, les équipes de santé publique sont très mobilisées autour de ça. En particulier, vous le voyez sans doute du côté de la région de Montréal, toutes les actions sont portées d'une façon directe ou dans les réseaux sociaux ou avec les différents partenaires, les organismes du milieu, les organismes communautaires. Et bien sûr, cette semaine, c'est une semaine beaucoup avec d'activités sur la fierté gay. Il y aura des manifestations même durant la fin de semaine et c'est tout à fait correct. Donc, ce sont des occasions aussi pour accentuer le message et rendre ça disponible. Et je vous dirais que nous étions bien heureux d'entendre que, à l'occasion de la conférence internationale sur le sida qu'il y a eu, toutes les félicitations qui ont été portées par plusieurs des participants sur l'organisation des services au Québec. C'était pour eux remarquable pour avoir accès à la vaccination et tous les efforts sur la variole simienne et tous les efforts qui étaient mis en ce sens-là. Et nous prenons ça comme un geste d'encouragement. Merci beaucoup. On va passer à la période de questions en anglais dans la salle. Allez-y. Bonjour. Alors, le docteur Luc Boileau, donc, qui faisait le point sur la situation de la pandémie au Québec et qui a dressé un portrait qu'il qualifiait lui-même de vraiment encourageant, en expliquant que le Québec semble bel et bien suivre la tendance qui est observée un peu partout dans le monde à l'heure actuelle. Alors, selon lui, donc, selon les données qui sont disponibles, la transmission est en diminution pour tous les groupes d'âge, ce qui est une première en 7 semaines, selon le docteur Boileau. Ça ne signifie pas, par contre, que la COVID est terminée. Ça veut simplement dire que, donc, ça va pouvoir donner un répit peut-être dans les hôpitaux. On va observer une stabilisation, diminution. Mais, donc, il rappelle l'importance tout de même d'avoir la dose de rappel, incite les gens qui n'ont pas été vaccinés, qui n'ont pas eu la COVID, mais qui n'ont pas été vaccinés particulièrement là, depuis 5 mois, à aller obtenir cette fameuse dose de rappel. Ce qui nous amène, bien sûr, à parler de la vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans. Ça connaît un départ très lent au Québec. Le docteur Boileau le disait lui-même. 1 % environ des parents se sont présentés pour faire vacciner leurs enfants de moins de 5 ans. Docteur Boileau qui disait ne pas être trop inquiet par cette tendance. Selon lui, bon, c'est les vacances. Il y a aussi le fait que beaucoup d'enfants ont eu la COVID dernièrement. Ça pourrait expliquer le peu d'empressement des parents à les faire vacciner contre la COVID. Mais donc, ce qu'il disait, c'est qu'il a bon espoir qu'avec l'approche de la rentrée scolaire, justement, plus d'enfants pourront être vaccinés. C'est une décision qui revient entièrement aux parents. C'est ce qu'il a tenu à rappeler, ce qu'il répète d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Et pour ce qui est de la 8e vague, donc vraisemblable selon le docteur Boileau que ça va bel et bien arriver après la rentrée scolaire. D'ici 1 à 2 semaines, la santé publique devrait être en mesure de fournir une certaine modélisation de comment les choses devraient se passer dans le cadre de cette 8e vague. Et un petit mot en terminant au sujet de la variole simienne, parce que là-dessus, justement, le docteur Boileau a parlé du fait que l'accès au vaccin va dorénavant être élargi à tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, dans le cas de personnes qui ont plusieurs partenaires, qui peuvent avoir des pratiques à risque. Montréal qui est l'épicentre de la variole simienne au Québec, mais il dit qu'il ne faut pas négliger non plus la situation en région.